Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. Tu dois trouver ceci. J'en ai déjà un, c'est bon. Transfuge de l'univers DC Comics. L'ennui, c'est que vous ne faites confiance à personne. Mais c'est un bombardier. Je m'appelle Groot. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. On va tous mourir. Si seulement. Pour changer le nom, c'est trop tard. Bienvenue dans Comicspeak. Vous venez de mettre le pied dans un univers fabuleux de bulles et de cases en écoutant ces quelques secondes de notre podcast. Mais pour vous donner une idée de ce en quoi consiste l'émission, Comicspeak, c'est une sélection des meilleures publications françaises de comics à sortir dans le mois à venir. Cette sélection se divise en deux parties. Dans un premier temps, la sélection, où se trouvent les comics qui ont retenu mon attention, ceux qui ont des qualités notables, alors que dans la seconde, il va s'agir d'un focus. Et le focus, c'est un titre dont je souhaite parler, que je souhaite vraiment mettre en avant, une sortie marquante autour de laquelle un éditeur a pu communiquer, à tort ou à raison, ou alors quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et qui mériterait bien plus d'intérêt et de visibilité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste pour Area 404, et c'est l'heure de votre sélection comics mensuelle avec Comicspeak. Première émission, et déjà on va partir sur quelque chose d'assez spécial. Comme vous le savez, ici il va s'agir d'une sélection sur le mois de juin. Et le mois de juin rime avec collection de l'été par Urban Comics. C'est devenu une sorte d'habitude depuis 2020, après le succès des albums à 4,90€, et cette année, Urban Comics remet le couvert avec une nouvelle sélection. Sauf que leur catalogue est assez particulier et ne contient pas que des titres importants, que des titres de qualité. Pour ça, je vais vous faire une sélection et en même temps revenir sur certains points, ce qui fait que la sélection de ce podcast, de ce premier numéro, va consister à éplucher un petit peu ce catalogue réalisé par Urban Comics pour la collection de l'été. Et donc, premier album pour cette sélection, il s'agit de Batman vs le Pingouin. Parce que s'il y a bien un album dans la collection de l'été d'Urban Comics dont je crains un certain désintérêt des lecteurs, c'est bien celui-là. Parce que le Pingouin, c'est pas vraiment le personnage le plus charismatique du monde. Parce que le Pingouin, c'est quoi ? C'est un mec petit, trapu, avec un parapluie et une sorte de monocle qui déambule un petit peu dans Gotham avec une démarche très déséquilibrée. Et en fait, c'est quoi ses pouvoirs ? Il est moche et il est fondu dans mythologie, super. Mais c'est justement ce qu'il y a de plus intéressant dans ce comics, qui a vraiment emprunté toutes les plus grandes difficultés dans un personnage, on va dire, mal aimé, et ça dans tous les sens du terme, parce que Gregor Weitz, le scénariste, va ici les transformer en qualité. Batman vs le Pingouin, c'est une réédition de l'album intitulé La Splendeur du Pingouin, que Urban avait publié déjà en 2011. Et c'est sacrément glauque, sacrément violent, et ça dans tout ce que Gotham a de plus macabre. Gregor Weitz fait ressortir quelque chose de touchant, malgré tout, une part sensible chez le personnage du Pingouin, mais qui a été vraiment corrompu, parce que le Pingouin est un personnage victime d'une tragédie, comme s'il avait une malédiction qui le poursuivait, et que rien ne pouvait lui permettre d'être heureux au final dans ce monde qu'est Gotham. Gregor Weitz rend le Pingouin humain, et ça malgré toute la cruauté qu'il exerce au sein de Gotham. Il intègre en lui tout ce que tout être vivant recherche, le bonheur. Seulement, Gregor Weitz prend en considération de nombreux facteurs afin de modeler la vision factice du bonheur que peut avoir le Pingouin. Parce que la manière dont le Pingouin vit, comme acteur de la pègre de Gotham, c'est être craint de ses ennemis. Et là voilà sa vision du bonheur, celle en laquelle il croit pouvoir être heureux sans jamais savoir qu'il se trompe en fait. Et tout ça, ça entretient son état de souffrance. Batman vs le Pingouin, c'est un récit tragique, pathétique, et on est très loin de l'affrontement bête et méchant de Batman contre son antagoniste random. Il s'agit d'une certaine manière d'une origin story du personnage, mais qui laisse surtout place à un développement psychologique du Pingouin qui a été jusqu'ici inégalé. Le tout est dessiné par Simon Kudanski, artiste qui a déjà officié longuement sur Spawn avec Todd McFarlane dans les années fin 2000, début 2010, et qui met en forme toute cette noirceur et relève l'aspect monstrueux du récit. Alors Batman vs le Pingouin, c'est vraiment une histoire qui va intéresser les amateurs de l'univers de Gotham et qui est vraiment un récit brillant, un récit complet, brillant. Donc foncez sur cette histoire complète et bouleversante. Ça sortira le 16 juin comme tout le catalogue Urban Comics pour cet été et comme tous les autres au prix de 4,90€.
Le second album qui va nous intéresser, c'est Les Sirènes de Gotham. À croire que les meilleurs titres de l'opération touchent toujours les antagonistes de Gotham, ou alors simplement parce que ce catalogue est à 70% composé de l'univers de Gotham. Mais puisqu'on parle désormais de l'album Les Sirènes de Gotham, il faut que je vous dise qu'on n'y suit pas Batman, mais bien des antagonistes de cet univers-là, un trio qui se retrouve malgré elle à devoir collaborer. Un trio chéri par le scénariste, qui est Paul Dini, et qui réinstalle un agréable cocon avec des épisodes rappelant l'univers léger de la série animée Batman, puisque ce trio est composé de Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman. Et dans ce rapprochement à la série animée, c'est là le gros avantage de l'album, qui recueille uniquement le run de Paul Dini, autrement dit, le meilleur. Parce que si vous n'avez pas l'intégrale de la série Les Sirènes de Gotham, la sélection d'Urban vous évite de lire les épisodes très dispensables du scénariste suivant, qui est Tony Bedard. Cet album va se caractériser comme la série animée Batman par son écriture innocente, légère et surtout un humour subtil en ce qui concerne Harley Quinn. Et ça, c'est un point vraiment crucial de l'écriture du personnage. Sa folie va surtout prendre la forme de quiproquos plutôt cocasses, plutôt qu'une folie flagrante et répétée jusqu'à agacer. Coucou, la Harley Quinn de Connor et Palmiotti. Donc on va suivre ce que le personnage interprète, ce qu'il comprend du monde, et créer évidemment un désaccord avec ce qui est dit par les personnages qu'elle rencontre. Je pense ici surtout à un dialogue entre elle et Bruce Wayne, qui est vraiment très drôle. Les grandes qualités du titre reposent beaucoup du coup sur l'écriture, l'histoire, les points de vue, la légèreté, tout ça je vous en parlais, mais les dialogues y sont pour beaucoup. Les Sirènes de Gotham, c'est pas juste le trio, c'est tout Gotham. Alors évidemment vous allez y trouver Batman, et le Batman de Paul Dini, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose puisqu'en fait ça va conserver le personnage très voire trop sérieux et sombre, mais le scénariste donne à ses opposants une certaine répartie, qui vient intelligemment remettre en question la méthode et la stabilité psychologique d'un héros comme Batman. Sans tomber dans le second degré, ce sont des petites piques bien placées qui font que ce titre a quelque chose de vraiment à part, qui saisit Gotham dans son entièreté pour nous la livrer dans ce qu'elle a de plus plaisant, tout en respectant sa forme sombre. Le tout est dessiné par Guillaume March, et même si j'adore ce dessinateur, il faut quand même que je vous mette en garde. C'est un dessinateur qui accentue vraiment beaucoup un côté sexy à ses personnages, et donc on va y retrouver beaucoup de poses lascives. En dehors de cette sexualisation qui fait quand même partie du style de l'artiste, cette facette sexy correspond complètement au personnage. Alors, pour rappel, Harley Quinn, c'est un personnage très sexualisé dès le départ, créé par nul autre que Paul Dini. Le bonhomme, c'est vraiment ce qu'il fait ici, et il ne fait pas que livrer une forme sexualisée du personnage, mais vraiment une forme pure du personnage. Car si la sexualisation du dessin peut être dérangeante pour certains, il ne faut pas oublier que l'écriture reste percutante et accompagne ce dessin. Ce qui fait que Les Sirènes de Gotham offre un groupe de personnages répondant au code de la femme fatale moderne dans un univers super-héroïque. Et donc pour toutes ces raisons, Les Sirènes de Gotham, c'est à mon sens la lecture de l'été sans prise de tête. C'est l'album de la collection Urban Comics qui est extrêmement léger dans son ton, mais qui est malgré tout intelligemment écrit, intelligemment construit. Et donc pour 4,90€, le 16 juin, c'est à mon sens la meilleure lecture de l'été à lire sur la plage. Pour cette dernière partie de la sélection, je voulais vraiment mettre en avant un problème dans le catalogue d'Urban Comics, parce qu'il y a de très bons titres, de très bonnes histoires, comme je vous en ai parlé là avec les deux premières, mais celle-ci était complète et ne nécessitait aucune autre lecture. Et c'est tout le problème qu'on va avoir ici avec les albums dont je vais vous parler. Donc je voudrais terminer cette sélection avec un avis plutôt mitigé concernant deux albums qui cumulent à la fois deux qualités identiques et deux défauts tout aussi importants. Alors il va s'agir de Batman vs Bane et de Batman vs Deathstroke. Donc tous les deux, ce sont d'excellentes histoires, j'ai vraiment rien à redire, ça fait partie de mes runs préférés sur la période Rebirth. Batman vs Bane, c'est une confrontation, mais de titans, entre les deux opposants dans une action décérébrée où chacun lutte pour se définir et appuyer son identité en mettant en jeu le destin de Gotham. Donc c'est une écriture très littéraire, c'est Tom King, et le scénariste offre aussi bien une parfaite réalisation du comics moderne, classique,
qu'une critique de cette répétition et des dialogues limités pour se moquer de l'absence de motivation de chacun. Parce qu'en fait, cette confrontation, c'est une confrontation naturelle, c'est une confrontation de nature de chacun des personnages. Parce que pour Bane comme pour Batman, c'est un besoin de se foutre sur la tronche. Tant et si bien que dans cet album, vous allez retrouver un épisode d'une 20aine de pages où les seuls dialogues vont être 2 phrases. Je suis Batman et je suis Bane. Un discours ultra restreint qui en dit pourtant long sur le média et l'univers de Batman, et jusqu'à même questionner le besoin d'un soldat d'avoir une mission et surtout un adversaire de taille. Pour Batman vs Deathstroke, il s'agit d'une remise en question. Batman est-il vraiment le père de Damian ou serait-ce Deathstroke ? Et donc dans ce contexte un petit peu critique, Bruce va tout faire pour remettre son fils sur le droit chemin alors que Damian va vivre une énième crise d'identité. Et de son côté, Slade, Deathstroke, il voit l'occasion parfaite de réussir une vie de père qu'il a jusqu'alors échoué, parce que toute sa famille s'est retournée contre lui. Une écriture familiale intelligente et justifiée qui amène l'idée que Damian pourrait conserver sa nature d'assassin. Et où Deathstroke pourrait faire office d'une figure paternelle, peut-être plus en accord avec l'identité de Damian que Batman. Alors c'est 2 récits excellents, chacun dans leur domaine, mais surtout, et c'est là tout le problème, dans leur série. Batman vs Bane reprend le 3e arc du run de Tom King sur Batman, c'est-à-dire l'équivalent de Batman Rebirth tome 3, sur 11 ou 12 volumes. C'est assez long, et on perd quand même quelque chose. Alors que Batman vs Deathstroke s'intègre entre le tome 5 et 6 de Deathstroke Rebirth. Faut suivre. Alors si ces histoires sont effectivement complètes et qu'elles peuvent malgré tout se lire indépendamment du reste, il manque tout de même un sacré contexte à placer. Le run de Tom King s'inscrit dans une revanche et dans un Batman cherchant constamment à se dépasser au risque de se détruire, alors que Deathstroke a déjà derrière lui 5 volumes de développement autour du thème de la famille, à saisir un minimum pour comprendre l'intérêt même de ce petit crossover. Donc ces 2 petits albums sont excellents, je le rappelle, mais si vous venez à les prendre, dites-vous bien qu'il s'agit d'une grosse bande-annonce, d'un très long extrait, comprenant 2 séries que je vous recommande d'ailleurs, mais à lire intégralement. C'est tout pour la partie sélection, on passe maintenant, tout de suite, à la partie focus avec Cruel-été. Tu n'as pas bien saisi, fiston. Là, on n'est pas dans un bourbier. On est dans un bloc opératoire. Et c'est moi le chirurgien. Et pour choisir le focus de notre émission, je suis pas vraiment allé chercher bien loin, parce que c'est vraiment le focus, le titre à lire au mois de juin, et il sortira le 30, malheureusement. Il s'agit d'Un été cruel de Ed Brubaker et Sean Phillips. Si ce titre vous dit quelque chose, alors peut-être que vous avez déjà lu ou que vous avez déjà entendu parler de la série de comics Criminal, publiée par Delcourt en France. A l'origine, ça a été publié sous le label indépendant de Marvel qui s'appelle Icon. Mais après quelques volumes, Ed Brubaker et Sean Phillips décident de se tourner vers l'éditeur Image. Très certainement une question de droit, puisque Icon fonctionne comme pour anciennement Vertigo chez DC, c'est-à-dire que le label publie des univers indépendants, mais conserve les droits d'adaptation, et se conserve une part sur les rééditions futures. Tout ça, c'est une question d'argent. Criminal n'est pas vraiment un comics comme les autres, et se divise en récits complets, indépendants les uns des autres, mais se déroulent tous dans un seul et même univers, dans une même ville, un même monde, où des personnages sont retrouvés, quand des lieux sont croisés à travers différentes histoires, nous donnant vraiment l'impression de connaître cette ville lugubre, d'autant plus que, au fil des récits, on explore différentes temporalités, et à travers le temps, on voit que certains lieux subsistent, certains personnages survivent. Criminal, c'est en quelque sorte un Sin City plus modéré, plus moderne, mais pas forcément plus propre ni moins sale, mais disons plus réaliste dans les faits. C'est un polar sombre couvrant la criminalité sous toutes ses facettes, de la création de faux papiers au braquage, aux violences conjugales, ou alors simplement au entre guillemets vol de planches de bande dessinée. Et si je vous parle de Criminal, c'est que je pensais pas vraiment avoir à le faire, que je pensais vraiment pouvoir vous parler d'un été cruel sans vous demander de lire Criminal. Et là-dessus, je me suis vraiment fait avoir à mon propre jeu. Un été cruel sonne comme un accomplissement, un final grandiose où tous les personnages se croisent, on les retrouve une dizaine d'années plus tard, pour certains rien n'a changé, pour d'autres tout va chavirer, le temps d'un été.
La recette est pourtant la même, Brubaker fait intervenir la criminalité comme acte ordinaire au sein d'un milieu familial, passant d'un extrême à l'autre, mettant constamment sa vie en jeu, conscient de ses défauts. Un été cruel, c'est, comme toujours, très fort en rebondissement, très fort en émotion. En revanche, il laisse comme un goût d'incohérence dans l'évolution du titre Criminal. Je m'explique. Sur les derniers volumes, on voyait le dessinateur, Sean Phillips, faire évoluer son style. Donc il partait sur des explorations, des expérimentations, en passant des couleurs sombres et des aplats de noir qui étaient le style d'origine de Criminal, pour se tourner par la suite vers une palette beaucoup plus nuancée, des teintes d'orange, un côté pulp plus prononcé. Ensuite, il a réalisé un album entier à l'aquarelle, pour ensuite opter pour un style photoréaliste avec le dernier album en date, Sale Weekend. Avec l'album Un été cruel, Sean Phillips retourne à un style initial, comme pour accompagner le titre, soutenir une cohérence avec les premiers volumes, un point de vue plus évident, chose à laquelle Phillips ne nous avait vraiment pas habitués. C'est un retour au style initial qui fait sens, complètement. Mais observer les expérimentations de Phillips, c'était devenu pour moi quelque chose de régulier avec Criminal, quelque chose qui était vraiment limite dans le cahier des charges. C'était un terrain d'exploration et de renouvellement constant. On était toujours surpris en ouvrant un volume de Criminal. Et là, la surprise, elle a été sur un autre registre et je reviendrai là-dessus. Et même si je suis pas loin de dire que c'est dommage, eh bien en fait ce serait oublier que Sean Phillips est vraiment un maître en matière de storytelling. Et il le prouve une nouvelle fois avec Un été cruel. Pour réaliser cet album, il s'est inspiré d'une liste de films noirs d'époque et a réalisé quelques dessins préparatoires que vous pourrez d'ailleurs retrouver à la fin de l'album. D'ailleurs je pense que Delcourt fera le choix judicieux de respecter l'édition VO qui est excellente, parce que Image a opté pour un format plus grand qu'à l'accoutumée et surtout une mise en page laissant une marge plus importante afin de profiter au mieux des dessins de Sean Phillips. La gouttière, c'est cet espace, cette sorte de marge. En bande dessinée française, ces gouttières sont assez larges pour bien mettre en avant le format qui est de toute manière beaucoup plus grand aussi. Dans les comics, c'est très différent. Dans les comics, le format est plus petit et donc on a ce problème avec l'édition reliée où en fait l'image est parfois prise dans la reliure, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une reliure qui va venir manger un petit peu le dessin lorsqu'elle ne gêne pas même à la lecture. C'est un détail trop souvent laissé de côté, prouvant une fois de plus le génie de ce duo. Donc Un été cruel apporte, pour le moment, une conclusion aussi terrible que géniale à Criminal, et se retrouve principalement liée au tome 7 qui s'intitulait Au mauvais endroit. Et comme toujours, l'écriture de Brubaker crève le cœur de vraisemblance dans un récit qui exprime la cruauté de la vie, la bêtise de la jeunesse et le désespoir humain. Clairement pas le comics à lire si vous cherchez quelque chose de coloré et de joyeux, mais un comics qui vous fait évoluer, qui vous confronte à des choses que vous souhaiteriez peut-être éviter, et un monde auquel on préférait ne pas se frotter, les bas-fonds. Je pensais pouvoir vous le recommander comme un récit indépendant, seul, unique, mais au final, il faut vraiment que vous lisiez Criminal pour arriver à cette étape finale d'Un été cruel. Un été cruel de Ed Brubaker et Sean Phillips, ça sortira le 30 juin au prix approximatif de 30€ chez Delcourt et ça comptera plus de 250 pages. C'est peut-être peu pour certains, mais je peux vous dire que ça vaut son prix, mais Delcourt, à mon avis, va bien respecter l'édition VO en grand format. On arrive au bout de notre émission, j'espère que ces recommandations vous permettront d'y voir plus clair dans vos futurs achats et vos futures lectures, et qu'elles vous permettront de découvrir de nouveaux univers et de nouveaux artistes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les albums que vous attendez le plus, et si un titre en particulier attire votre attention. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection des futures sorties comics. En attendant, restez curieux et restez passionnés.